À Paris, Jean-Pierre, directeur d'une grande entreprise, décide d'embaucher Amélie, une femme sourde et sans-abri, pour nettoyer le bureau, pensant que ce serait une bonne blague pour détendre l'environnement de travail. Il la voit comme une figure exotique et drôle, une distraction qui se moquerait de lui et de ses collègues. Jean-Pierre Renaud était un homme qui était fier de son poste de directeur d'une grande entreprise à Paris. Il aimait l'ordre, l'efficacité, le contrôle. L'entreprise, un immeuble imposant au cœur de la ville, était connue pour être l'une des plus réussies du secteur financier. Ses employés étaient hautement qualifiés et bien payés, mais Jean-Pierre savait que dans une organisation aussi rigide, la véritable humanité était souvent mise à part. Il croyait que le sérieux était la clé du succès, que les sentiments et les distractions devraient être exclus du bureau. Par conséquent, l'environnement de travail de la société de Jean-Pierre était un peu froid, calculant. Les réunions étaient rapides et objectives, sans place pour les rires ou les conversations informelles. Les employés ont rempli leurs obligations de diligence, mais la pression était toujours présente. Il n'y avait pas d'espace pour les erreurs ni pour les pannes de caractère. Les gens ont été vus pour ce qu'ils ont fait, pas pour ce qu'ils étaient. Et dans ce scénario, Jean-Pierre se sentait à l'aise. Il avait le contrôle. Et c'était tout ce qui comptait. Mais, comme avec de nombreux hommes de pouvoir, parfois l'ennui et la recherche de nouvelles façons de s'amuser surviennent comme une nécessité. Un jour, lors d'un déjeuner avec certains collègues, le sujet de la routine fatigante du bureau a repris la conversation. Ils ont parlé de la monotonie des réunions, des résultats financiers, des objectifs qui semblaient toujours être les mêmes. C'est alors que Jean-Pierre, dans une blague, a fait une suggestion qui rendrait sa vie à l'envers. Et si nous faisons quelque chose de différent, quelque chose pour enlever un peu le poids de notre dos, quelque chose d'inhabituel pour remonter le moral de l'environnement. Peut-être embaucher une femme de ménage, mais pas une femme de ménage. Une personne curieuse, exotique, quelqu'un qui nous fait rire un peu, tu sais. Les collègues ont ri, trouvant l'idée drôle. Pour eux, c'était juste une blague. Mais pour Jean-Pierre, cela semblait un moyen simple d'ajouter un peu de légèreté à son monde contrôlé. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Il a imaginé que cela pourrait générer des rires, rendre l'environnement de travail plus détendu. Si la femme de ménage était une figure légèrement inhabituelle, lui et le personnel auraient quelque chose à commenter pendant le café. Une distraction légère, un plaisir temporaire. Jean-Pierre n'a pas perdu de temps. Après la réunion, il a commencé à chercher une personne qui a rencontré son désir de l'humour bizarre. C'est ainsi qu'il a rencontré Amélie, une femme sourde et sans-abri qui vivait dans les rues de Paris. Elle avait environ 30 ans, un regard fatigué, mais une force silencieuse dans ses yeux. Amélie n'avait pas de travail fixe, mais en raison de la nécessité de survivre, il a accepté toute opportunité qui s'est présentée. Jean-Pierre, ne sachant rien de son histoire, pensait qu'elle serait parfaite pour ce qu'elle avait en tête. Il l'a engagée comme une femme de ménage et l'a mise au bureau, sans que personne ne le sache beaucoup. Pour lui, ce n'était qu'une femme dans un état vulnérable qui ne servirait qu'à briser la routine et à amuser. Cependant, Amélie, malgré son état difficile, était une femme avec une intelligence silencieuse. Il n'a pas beaucoup parlé, mais il a tout regardé autour de lui. Elle a vu ce que les autres n'ont pas vu, ont entendu ce que les autres ne disaient pas. Alors que Jean-Pierre pensait qu'il avait fait un choix drôle, il ne s'est pas rendu compte qu'il avait mis quelqu'un qui, sans utiliser de mots, comprendrait plus sur ses employés qu'il ne l'imaginerait. Amélie commençait à travailler tous les jours, silencieux et discret, mais quelque chose a commencé à changer. Sans dire un seul mot, c'est devenu une présence puissante, une force silencieuse qui rayonnait quelque chose que même Jean-Pierre ne pouvait identifier. Peu à peu, la dynamique de l'entreprise changeait de manière subtile, mais percutante. Amélie avait toujours su ce que c'était que de se sentir invisible. Il a grandi dans les rues de Paris, sans personne pour lui donner une chance, sans personne pour entendre ses histoires. La vie lui a appris dès son plus jeune âge que le silence était sa défense et en même temps son salut. Elle n'a pas choisi d'être sourde, mais la surdité l'a façonnée d'une manière particulière. Si, d'une part, elle ne pouvait pas entendre ce que les autres disaient, d'autre part, elle a développé une perception nette
de ce qui se passait autour d'elle. Chaque mouvement, chaque regard, chaque soupir de l'environnement où cela la rendait plus sensible aux émotions des gens. Elle savait quand quelqu'un était triste, anxieux ou même faisant semblant d'être heureux. Amélie comprenait plus que beaucoup, et cela a rendu elle quelqu'un de plus sage que la plupart des gens ordinaires. Sa vie dans les rues a été difficile, mais elle l'a également renforcée. Elle a commencé à comprendre la valeur des petites choses, un véritable sourire, un mot amical, une main étendue sans poigne par derrière. Son état des sans-abri ne l'a pas rendue moins humaine. Au contraire, elle connaissait l'essence de la survie, de la lutte et surtout de la dignité. Mais la dignité était quelque chose que la plupart des gens ont oublié de regarder, et c'est pourquoi elle est devenue si rare dans la foule de Paris. Lorsque Jean-Pierre est apparu avec la proposition de travail, Amélie n'a pas hésité à l'accepter. Elle savait que ce n'était pas l'occasion de rêve. Mais pour elle, tout travail était une étape de plus pour sortir de la rue. Et s'il y avait quelque chose qu'elle avait appris dans sa vie, c'était que la patience et le silence ont souvent ouvert des portes que les mots ne pouvaient pas. Lorsqu'il est embauché pour travailler au bureau de Jean-Pierre, Amélie n'a pas demandé l'approbation ni la reconnaissance. Elle était là pour faire son travail avec le même sérieux qu'elle a fait tout ce qu'elle proposait de faire dans la vie. Elle voulait être digne, mais pas pour les autres, pour lui-même. Au fil des jours, elle est devenue une curieuse figure du bureau. Personne ne savait grand-chose sur elle. Mais en observant ses gestes et ses attitudes, certains ont commencé à se demander qui elle était vraiment. Elle n'était pas comme les autres personnes du bureau. Personne ne l'a vue comme une femme de ménage ordinaire, car il y avait quelque chose en elle qui semblait aller au-delà de son apparence. C'était comme si elle était en mission silencieuse que personne ne comprenait. Et en quelque sorte, ce mystère la rendait encore plus intrigante. Déjà Jean-Pierre, le manager qui a embauché Amélie, vivait dans un monde d'apparitions. En tant que chef d'une grande entreprise, il avait l'habitude d'être respecté et d'avoir les réponses à tout. Ses années d'expérience dans le monde de l'entreprise avaient formé un homme pratique et direct qui pensait que l'efficacité était la clé du succès. Il a vu sa vie à travers un objectif calculant. Rien ne pouvait détourner son objectif de la productivité et du profit. Jean-Pierre ne croyait pas aux coïncidences. Il croyait que tout avait un prix et un but. Chaque décision, chaque étape, était méticuleusement planifiée. Quand il a embauché Amélie, ce n'était pas parce qu'il ressentait une sorte de compassion ou doit être humain, mais parce qu'il la voyait comme une figure comique qui pouvait, dans son point de vue déformé, apporter une légère distraction à l'environnement de travail. Il ne l'avait pas vue comme un être humain avec l'histoire et les sentiments. Il l'a vue comme un morceau dans un jeu où il contrôlait les règles. Et au début, il ne se souciait pas de son origine, de son état ou de son caractère. Cependant, les choses ont commencé à changer au fil des jours. Jean-Pierre, qui avait le contrôle de tout, a commencé à ressentir un sentiment déconcertant qu'il perdait quelque chose. Il a remarqué que les gens étaient plus détendus, plus ouverts. Il y avait une énergie différente au bureau et il ne savait pas comment l'interpréter. Il a regardé, mais ne pouvait pas comprendre pourquoi les employés semblaient plus unis, plus humains. Il y avait une particularité dans le comportement des employés, ce qui ne correspondait pas à l'état d'esprit de Jean-Pierre. Il croyait toujours qu'un environnement de travail efficace dépendait des règles rigides et du contrôle incessant. Mais Amélie, avec sa manière calme et sa présence silencieuse, elle lui montrait une réalité différente. Ce bureau, qui était toujours basé sur la hiérarchie et la productivité, devenait un lieu où l'empathie, la collaboration et le respect ont commencé à prévaloir. Au fil des jours, Jean-Pierre ne pouvait pas sortir Amélie de sa tête. Il savait que quelque chose se passait au bureau, quelque chose qu'il ne comprenait pas. La productivité de ses employés avait augmenté. L'environnement, autrefois tendu et impersonnel, était maintenant plus léger. Les gens semblaient plus disposés à s'entraider, à travailler en équipe, à collaborer. Lui, qui croyait toujours que la motivation des gens provenait de récompenses financières et de pouvoir, ne pouvait pas comprendre d'où venait ce changement soudain. Jean-Pierre a décidé d'enquêter. Ce ne pouvait pas être une coïncidence. Il a commencé à observer de près les interactions d'Amélie, même sans comprendre exactement ce qu'elle a fait.
Elle ne s'est jamais imposée, n'a jamais essayé d'être le centre d'attention. Elle a juste travaillé, mais ce que Jean-Pierre ne savait pas, c'est que ces gestes simples, comme un mot amical écrit sur un morceau de papier ou un sourire accueillant en quelques instants de pression, tournaient l'environnement autour d'elle. Amélie n'a pas parlé, mais ses actions parlaient plus que n'importe quel mot ne pouvait exprimer. Un après-midi, Jean-Pierre a décidé d'agir plus directement. Il a envoyé l'un de ses assistants pour surveiller les caméras de sécurité alors qu'il regardait de loin. À l'écran, il a vu ce qu'Amélie faisait. Elle nettoyait le bureau, mais comme elle l'a fait, il y avait quelque chose de différent dans son comportement. Elle a regardé les gens avec une attention particulière, observant leurs sentiments, leurs difficultés. Elle a approché un employé stressé et sans voix, lui a offert une bouteille d'eau. À un autre, elle a fait un geste simple, un signe de tête, mais assez pour qu'il se détende et se concentre à nouveau. C'est alors qu'il a vu une scène qui l'a arrêté. Dans un moment de grande pression, l'un de ses managers, un homme connu pour sa froideur et son impersonnalité, était sur le point de perdre le contrôle lors d'une réunion. Amélie est entrée dans la pièce sans être notée et, avec un look simple, lui a fait un sourire calme et serein. Le manager, qui était une fois sur le point d'exploser, s'est arrêté, l'a regardé et s'est soudainement calmé. La tension s'est dissipée et la réunion a suivi beaucoup plus de manière productive. Jean-Pierre était perplexe. En tant que quelque chose d'aussi simple, quelque chose d'aussi petit qu'un look ou un geste, cela pourrait-il avoir autant d'impact? Ce n'était pas l'environnement qu'il avait prévu pour son entreprise. Il croyait au contrôle, à l'ordre, à la discipline. Mais maintenant, avec le comportement d'Amélie, il a vu quelque chose de plus puissant en action. Quelque chose qu'il n'a jamais imaginé était si précieux, l'empathie. Il s'est rendu compte que, autant qu'il était un grand chef d'entreprise, il avait échoué à quelque chose qui semblait fondamental pour les autres, une véritable connexion. Au fond, Jean-Pierre savait qu'il y avait quelque chose à Amélie qu'il ne pouvait pas comprendre. Elle ne cherchait rien pour elle-même. Je ne voulais pas de reconnaissance. Je ne voulais pas être la star. Elle était là simplement pour aider, pour faire tout ce qui était nécessaire pour améliorer l'environnement autour d'elle. Sa nature altruiste et silencieuse a commencé à affecter profondément ceux qui l'entourent. Et involontairement, elle brisait les barrières qu'il avait passées à construire dans son esprit sur la façon dont l'ordre devrait fonctionner. Il était clair que le changement se produisait, mais Jean-Pierre était toujours mal à l'aise avec cela. Il ne savait pas s'il devait valoriser ce changement ou s'il devrait essayer de contrôler à nouveau les choses comme il l'avait toujours fait. Mais l'impact qu'Amélie avait ne pouvait plus être ignoré. Il a commencé à se remettre en question, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il s'est vu dans le miroir de sa propre rigidité et pour la première fois de sa vie, il a réalisé qu'il y avait quelque chose de mal dans la façon dont il a mené sa vie et ses affaires. La chose la plus difficile pour lui était d'accepter que le vrai leadership ne venait pas d'une mentalité de commandement et de contrôle, mais de la capacité de se connecter avec les autres d'une manière authentique. Lors d'une réunion importante, lorsque tout semblait sur le point de s'effondrer en raison de la pression, Jean-Pierre, au lieu de crier ou de s'imposer avec sa posture autoritaire, a observé ce qu'Amélie a fait. Il s'éloigna de la table, laissa les autres parler et réalisa qu'au moment de la crise, la clé était d'écouter, d'être présent et d'être sensible aux émotions de ceux qui l'entourent. Au lieu de donner des ordres, il a commencé à chercher des solutions avec ses employés, avec la collaboration silencieuse d'Amélie, qui, sans dire un mot, a commencé à faire une différence dans la vie de chacun. Au fil du temps, Jean-Pierre a commencé à réaliser que l'impact d'Amélie n'était pas limité au lieu de travail. Sa présence, d'une certaine manière, a répercuté dans la vie des gens d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu s'attendre. Un après-midi, il l'a vu parler à l'un des stagiaires qui avait commencé à travailler dans l'entreprise comme un moyen d'échapper aux difficultés à la maison. Le jeune homme, Lucas, essayait de s'adapter à la pression du travail et à la distance de la famille. Amélie, le voyant sans voix, s'approcha et faisait un geste simple, comme un câlin discret sur son dos, une touche qui transmettait quelque chose de plus profond qu'il ne pouvait comprendre. Lucas, avec des yeux larmoyants,
sourit sans bien comprendre pourquoi cette action semblait si réconfortante. Jean-Pierre a tout regardé de loin, incapable de comprendre ce qui se passait. Il croyait toujours que la force d'un employé venait de la pression et de la reconnaissance qu'il avait donnée. Mais maintenant, il voyait des gens transformés par un simple geste. Il a essayé de ne pas démontrer, mais son esprit était envahi en augmentant les doutes. Il ne comprenait pas ce qu'Amélie faisait, mais ne pouvait plus nier son effet. En parallèle, l'histoire d'Amélie a commencé à se dérouler dans l'esprit de Jean-Pierre. Il savait qu'elle était sourde et sans abri, mais elle savait peu de choses sur sa vie. Un matin, il a finalement décidé de lui parler. Il l'a trouvée dans une pause café, observant le mouvement frénétique de la ville à travers la fenêtre. Pas de mots. S'approcha-t-il, hésitant. Amélie, comme toujours, le regarda juste avec ses aimables yeux. Il n'y avait pas de hâte, pas de rinçage dans son expression. Jean-Pierre, avec la tentative de commencer une conversation, s'est assis à côté de lui. Elle a pris un morceau de papier et un stylo, a écrit quelque chose de vite et le lui a remis. « Tu as l'air perdu. » La phrase simple et directe a eu un impact plus important que Jean-Pierre pourrait l'imaginer. Elle ne posait pas de questions, mais semblait comprendre ce qu'il ressentait. Quelque chose dans son regard a dit qu'elle savait exactement ce qu'il ressentait. Avec cet échange silencieux, quelque chose a changé dans Jean-Pierre. Pour la première fois, il a cessé d'essayer de tout contrôler. Il s'est permis de réfléchir à sa vie, à ses erreurs, à sa façon de voir les gens autour de lui. Il a compris que son ego avait aveuglé sa vision, que sa poursuite incessante de la réussite financière et de la perfection à l'œuvre l'avait retiré de la véritable essence des relations humaines. Cependant, les changements de Jean-Pierre n'ont pas eu lieu dans son esprit. Peu à peu, il a commencé à agir différemment avec ses employés. Il a commencé à en savoir plus, à déléguer des responsabilités sans presser autant. Il a commencé à penser que le succès de l'entreprise n'était plus basé sur son commandement autoritaire, mais sur la façon dont il pouvait créer un environnement où les gens se sentaient valorisés et surtout respectés. Au fil du temps, Amélie est devenue une figure essentielle du bureau, une figure discrète mais cruciale. Elle n'a jamais cherché le protagonisme, ne se souciait jamais de compliments ou de reconnaissance. Mais son impact était incommensurable. Lorsque la pression a augmenté, elle était proche, avec son regard serein et sa façon d'aider les autres sans voix. Elle créait une sorte de réseau silencieux où les gens savaient qu'ils pouvaient compter sur elle. Cependant, alors que l'impact d'Amélie a augmenté, quelque chose s'est produit dans le bureau que Jean-Pierre n'a pas pu ignorer. Certains employés ont commencé à remettre en question le pouvoir qu'il avait. Ils ont vu le changement et se sont demandé si Jean-Pierre était préparé à ce qui se passait. Amélie n'avait pas seulement changé l'environnement de travail, elle mettait involontairement Jean-Pierre contre le mur. Il était obligé de se remettre en question, à repenser ses choix. Au fond, Jean-Pierre savait qu'il ne serait pas le même. Mais il y avait autre chose qu'il ne comprenait pas encore. Amélie n'était pas seulement là pour aider les autres. Elle le défiait en fait, contestant tout son système de croyances. Il ne savait pas comment, mais il pensait que la vraie bataille allait commencer. C'était un après-midi pluvieux et le bureau était plus calme que d'habitude. Jean-Pierre avait été absent le matin aux réunions externes et, à son retour, quelque chose d'étrange s'est produit. Un sentiment de tension planait dans les airs, mais il ne savait pas exactement d'où il venait. Il a commencé à se demander s'il devenait paranoïaque, mais l'atmosphère semblait plus dense que d'habitude. Lorsqu'elle est entrée dans la salle de conférence, le silence qu'elle a trouvé a fait son front. Ses employés, qui étaient autrefois excités et productifs, étaient maintenant assis sur leurs postes agités. Ses yeux se tournèrent vers lui, mais il n'y avait pas de respect ou d'admiration à laquelle il était habitué. Il y avait quelque chose de plus, quelque chose de questionnement. Jean-Pierre, a déclaré Clara, l'un des assistants qui avait toujours un comportement respectueux et professionnel. Mais sa voix était différente. Il y avait une touche de sincérité et de tristesse, quelque chose qu'il n'était pas prêt à entendre. « Nous devons parler d'Amélie. » Jean-Pierre sentit un froid. Il ne savait pas à quoi s'attendre. La présence d'Amélie, si simple et discrète, semblait avoir touché tous les aspects du bureau, mais il ne s'attendait pas à entendre quelque chose d'aussi simple. Il s'assit,
essayant de rester calme, mais son cœur s'est accéléré. « Je ne comprends pas ce que vous lui faites, Jean-Pierre », a-t-il continué, sans perdre l'œil. « Elle est plus qu'une simple femme de ménage. Elle nous enseigne quelque chose que vous ne nous avez jamais appris. Et nous ne pouvons plus continuer à vivre selon vos règles, ces anciennes règles que vous avez imposées. Nous ne pouvons pas rester l'entreprise que vous avez construite en fonction de la pression et de la compétitivité. Amélie nous montre une forme de travail où nous grandissons tous, pas seulement vous. » Ces mots frappent Jean-Pierre comme un coup de poing dans l'estomac. Il n'a jamais imaginé que Clara, l'un des employés les plus fidèles, disait cela. Elle parlait de l'impact d'Amélie d'une manière qu'il ne pouvait jamais comprendre. Mais le plus choquant n'était pas la déclaration de Clara, mais ce qui s'est passé ensuite. Amélie entra dans la pièce comme si elle savait exactement ce qui se passait. Elle n'a rien dit, comme toujours, mais ses yeux transmettaient une confiance silencieuse. Elle a pris un morceau de papier et, avec le stylo, a écrit rapidement, le remettant à Jean-Pierre. « Ce n'est pas à propos de moi. Il s'agit de nous tous. » Jean-Pierre a lu le message et, pour la première fois, s'est rendu compte qu'il avait profondément tort. Il était tellement coincé dans l'idée du contrôle qu'il ne réalisait pas à quel point il s'éloignait des gens qui comptaient vraiment. Il ne s'agissait pas d'être le leader ou d'être le patron. Il s'agissait de l'être humain, de comprendre les autres et de leur donner la liberté de s'épanouir. Amélie, sans voix, lui avait montré que le vrai leadership n'était pas dicté par des règles rigides ou une peur de l'échec, mais de l'empathie, un véritable soutien et la capacité de relier les autres d'une manière simple et simple. Il a ressenti un poids de ses épaules à ce moment. Mais en même temps, une tristesse l'a envahi. Il avait perdu si longtemps. Jean-Pierre a regardé ses employés un par un. Ils étaient tous là, non seulement pour travailler, mais pour construire quelque chose de plus grand ensemble. Il n'avait pas besoin d'être le seul à porter le fardeau de l'entreprise sur le dos. Il a réalisé que le vrai pouvoir était dans la collectivité, la confiance et le respect mutuel. Mais il y avait une décision à prendre. Il savait que s'il voulait vraiment changer, il devrait laisser tomber son ancien moi, cette version rigide de lui qui a toujours essayé d'être parfait, contrôlant, inflexible. Il savait que ce changement pourrait signifier jusqu'à ce que le risque perde l'autorité qu'il avait construite au fil des ans. Avec un regard ferme, il s'est levé de sa chaise et a finalement dit les mots que personne ne s'attendait à entendre de lui. J'ai appris plus d'Amélie que de toute formation que j'ai jamais faite, et je ne suivrai pas ce que je pensais bien. Je veux que tout le monde sache que cette entreprise changera et que tout le monde aura une voix. Travaillons ensemble différemment. Ce ne sera pas facile, mais essayons-le. » Amélie sourit discrètement et, encore une fois, sans voix, traversa la pièce, revenant au nettoyage qu'elle a toujours fait. Mais ce qu'elle a laissé derrière n'était pas seulement un bureau propre. C'était un espace où les gens pouvaient respirer, penser, grandir, faire des erreurs et, surtout, pour se faire confiance. Jean-Pierre a ressenti le poids de sa propre transformation. Il avait fait le premier pas pour devenir un vrai leader. Dans les jours qui ont suivi la réunion, l'environnement au bureau était méconnaissable. Quelque chose avait changé dans les airs, comme si la légèreté d'Amélie s'était propagée dans les couloirs, infiltrant les routines des employés. Jean-Pierre se sentait différent à chaque pas qu'il faisait. Il a commencé la journée sans la même urgence qu'auparavant, sans la même pression que le gestionnaire parfait. Mais les conséquences de son changement n'étaient pas simples. Et il se rendrait bientôt compte que tout le monde n'était pas disposé à suivre cette nouvelle façon. Le lundi suivant, l'un des plus anciens collaborateurs, Bernard, un homme rigide et une vive critique, est entré dans la chambre de Jean-Pierre avec une expression de méfiance. « Jean-Pierre, pensez-vous vraiment que cette nouvelle façon fonctionnera? Il s'éloigne de ce qui nous a amenés ici. Les entreprises ne survivent pas sans ordre, sans structure. Et votre nouvelle idée de l'empathie ne soutiendra pas la productivité dont nous avons besoin. » Bernard est allé directement au point, carrément, comme il l'avait toujours fait. Jean-Pierre n'a pas répondu immédiatement. Il s'assit, réfléchissant un instant. Il savait que Bernard ne serait pas facile à convaincre, mais avant de parler, il a vu qu'il y avait quelque chose dans ses yeux, une agitation. C'était plus que simplement en désaccord avec une nouvelle approche.
C'était la peur de perdre le contrôle. Je comprends ce que vous dites, Bernard. Mais nous ne parlons pas d'un jeu de puissance ou de productivité. Nous parlons de gens. Je préfère faire confiance aux gens que d'avoir peur d'eux. Bernard, encore visiblement dérangé, a croisé les bras, mais n'a rien dit de plus. Jean-Pierre savait qu'il n'était pas totalement convaincu, mais ne pouvait pas le forcer à accepter. Ce que Jean-Pierre ne savait pas, c'est que cette résistance de Bernard ne serait que la pointe de l'iceberg. L'impact de ce qui s'était passé sur le bureau est également arrivé à Amélie. Un après-midi, elle a été appelée dans la chambre de Jean-Pierre. Il la regarda attentivement, ne sachant pas comment communiquer ce qu'il ressentait. Quand Amélie s'est assise devant lui, il a finalement dit « Amélie, tout ça, les changements, je ne sais pas ce que tu penses de tout ça. Je sais que ça a été une grande transformation et je veux juste savoir si vous pensez que c'est vrai. Je ne veux pas que vous vous sentiez mal à l'aise avec tout cela. » Amélie le regarda et avant d'écrire quelque chose sur papier, elle l'a observé avec une intensité qui le faisait se sentir petit. Elle a ensuite écrit, lentement, « Peu importe ce que je pense. L'important est ce que vous faites maintenant. Je ne suis pas le changement. Tu es. » Jean-Pierre était silencieux, absorbant la profondeur de ses paroles. Il savait que, en quelque sorte, Amélie avait déjà rempli son rôle. Elle était là pour montrer que le pouvoir de la transformation était entre les mains des autres, pas en elle. Et avec cela, la pression sur Jean-Pierre a augmenté. Il pensait maintenant que le vrai changement devait venir de sa part, son courage de rester vulnérable et d'écouter les autres. Les conséquences ne se sont pas limitées uniquement au bureau. Jean-Pierre a commencé à réaliser dans sa vie personnelle que les changements reflétaient à la maison. Sa femme, Claire, a remarqué la différence dès le début. Elle l'a vu plus calme, plus présent, plus disposé à partager ses pensées et ses sentiments. Vous ressemblez plus à vous, Jean-Pierre. Ce qui se passe? Elle a demandé une nuit en préparant le dîner. Jean-Pierre la regarda, presque comme s'il voyait sa vie pour la première fois. Il s'était tellement éloigné d'elle ces dernières années, toujours attaché au travail, le succès, qu'il n'a jamais réalisé à quel point elle ressentait son absence. Je ne sais pas ce qui se passe. Je pense que j'essaye d'être une meilleure personne. Non seulement au travail, mais aussi pour vous-même. Claire sourit, un véritable sourire qui reflétait le soulagement. Elle avait déjà été patiente avec lui, mais maintenant elle a vu un homme qui commençait à s'ouvrir, comprenant l'importance d'être présent. Mais le changement n'a pas été facile. Bien que la transformation ait apporté un sentiment de soulagement à Jean-Pierre, il savait qu'il serait toujours confronté à la résistance, à la fois interne et externe. Amélie elle-même, bien qu'elle soit la source de cette transformation, commençait à se distancier lui-même. Ce n'était pas parce qu'elle ne voulait plus aider, mais parce qu'elle savait que l'étape suivante était quelque chose qu'il devrait prendre seul. Un matin, lorsque Jean-Pierre est entré dans le bureau, il s'est rendu compte que la pièce était différente. Amélie n'était pas là, comme d'habitude. Il a cherché pour elle pendant quelques minutes, mais ne l'a pas trouvée. En demandant à l'un des employés, il savait qu'elle s'était éloignée pendant quelques jours pour s'occuper des questions personnelles. L'absence d'Amélie a fait réaliser à Jean-Pierre à quel point elle était essentielle, pas seulement pour l'entreprise, mais pour le processus de sa transformation elle-même. Elle l'avait mis au défi d'une manière calme, mais profondément efficace. Maintenant, il se voyait dans un moment de réflexion. Que ferait-il sans elle? La pression qu'il ressentait de sa responsabilité était plus grande que jamais. Jean-Pierre était à un point crucial de son voyage. L'absence temporaire d'Amélie avait laissé un vide, mais en même temps, il l'a également forcé à regarder à l'intérieur et à remettre en question ce qu'il voulait vraiment réaliser avec les changements qu'il faisait promouvoir. La réalité était plus difficile qu'il ne l'imaginait, et le réconfort initial que la décision d'être plus humain au travail a amené à se dissiper. Au cours des semaines suivantes, il a subi une pression que jamais. Bernard a continué à remettre en question ses décisions, d'autres membres de l'équipe ont commencé à hésiter, et Jean-Pierre lui-même a eu du mal à équilibrer le rôle du leader empathique avec les besoins de performance et de résultats de l'entreprise. Lors d'une réunion avec les dirigeants, il s'est rendu compte qu'il faisait face à un véritable test. Le nouveau modèle de gestion était directement contesté. Jean-Pierre,
a déclaré le directeur financier Jean-Luc, nous ne pouvons pas continuer à investir autant dans des initiatives sociales et personnelles lorsque la performance de l'entreprise commencera à tomber. Nous avons besoin de résultats tangibles. Si vous ne pouvez pas prouver que cette nouvelle approche fonctionne, que va-t-il arriver aux autres projets que nous gérons? C'était le genre de défi que Jean-Pierre craignait, car il savait qu'il n'avait pas encore de réponse complète à toutes les questions. Il a regardé les visages des dirigeants autour de la table. Ils attendaient quelque chose de lui. Ils espéraient qu'il présenterait une solution, une manière claire, mais il ne l'a pas fait. Au lieu de cela, il a commencé à parler, plus vulnérable qu'il ne l'avait jamais imaginé. Je sais que la situation n'est pas facile. Je sais que les résultats ne sont pas immédiats. Mais je crois que les gens, quand ils sont entendus et respectés, ont plus à offrir que n'importe quel nombre. Nous ne pouvons pas tout mesurer en nombre. Nous devons comprendre ce qui est derrière les décisions, les attitudes. Deep, quelque chose qui dure. La pièce était silencieuse un instant. La tension était palpable. Ils savaient que beaucoup n'étaient pas prêts à accepter leur vision, mais ont estimé que pour la première fois, il parlait avec un cœur ouvert, sans cacher son insécurité. Et c'est ce moment de sincérité qui a tout changé. Jean-Luc, le directeur financier, a été le premier à parler après le silence. Êtes-vous en train de dire que vous voulez parier sur un chemin qui est incertain? De quoi avons-nous besoin pour faire plus confiance aux gens? Ce n'est pas facile, Jean-Pierre. Mais peut-être qu'il y a quelque chose là-bas. Nous pouvons essayer. Le reste de la réunion a été un échange d'idées tendu. Mais en fin de compte, la décision a été prise. Ils expérimenteraient, mais avec la compréhension claire qu'il n'y avait aucune garantie de succès immédiat. À partir de ce jour, Jean-Pierre a commencé à se sentir plus difficile que jamais, mais aussi plus conscient que la voie à venir serait le test final de son leadership. À la maison, Jean-Pierre a ressenti le poids de cette décision, mais aussi un sentiment de soulagement. Claire, qui l'avait toujours soutenu, a été le premier à réaliser la différence. « Vous avez l'air plus light, Jean-Pierre », a-t-elle dit une nuit en parlant de la réunion. « Je sais que ce n'est pas facile, mais je pense que vous trouvez quelque chose en vous que vous n'avez pas vu auparavant. Peut-être que même, c'est de devenir l'homme que vous avez toujours voulu être. » Il sourit à Claire, un sourire sincère, mais aussi plein de doutes. « Je ne sais pas encore, Claire. J'essaye. Je ne veux plus être juste le manager. Je veux être quelqu'un que les gens se soucient, quelqu'un que les gens respectent, non pas leur autorité, mais pour leur humanité. » Claire le serra dans ses bras. « Je crois en toi, et je sais que même s'il y a encore beaucoup à apprendre, vous êtes sur la bonne voie. » Le lendemain matin, quand il est entré dans le bureau, quelque chose dans l'environnement était différent. Il y avait un sentiment de confiance dans l'air, comme si les paroles de Jean-Pierre à la réunion avaient finalement résonné parmi les employés. Il a réalisé qu'il n'était plus seul dans ce voyage. Les petits gestes de soutien ont commencé à apparaître de tous les côtés. Bernard, aussi sceptique, le regardait maintenant avec une curiosité silencieuse. Il y avait une étincelle de respect dans ses yeux, même s'il ne disait rien. Cependant, ce n'était pas seulement l'équipe de Jean-Pierre qui changeait. Il changeait aussi. À ce moment-là, dans son propre voyage personnel, il a commencé à réaliser que les défis n'étaient pas quelque chose à craindre, mais quelque chose qu'il pouvait surmonter s'il restait fidèle à ce qu'il croyait. Le vieux Jean-Pierre, qui vivait sur le pilote automatique, disait au revoir. Le nouveau Jean-Pierre humain vulnérable avec le désir de construire quelque chose de plus significatif émergeait enfin. Surmonter, a-t-il compris, n'était pas un événement isolé. C'était une série de petites victoires, quand il s'est permis d'être qui il était vraiment. Et à ce moment, il ressentait un sentiment rare. Il n'avait plus besoin d'être parfait, avait juste besoin d'être vrai. L'air dans la salle de réunion était lourd. Jean-Pierre n'a pas pu échapper au sentiment qu'il était dans un carrefour décisif. Pendant des semaines, il avait tenté d'équilibrer les attentes de son leadership avec les besoins d'une entreprise qui nécessitait des résultats rapides. Mais maintenant, la pression était insupportable. La réunion prévue pour le lendemain serait un bassin versant. La possibilité d'appliquer votre nouvelle approche ou de risquer de tout perdre. En même temps, il était plus confiant que jamais.
Il savait qu'il avait transformé sa façon de voir le monde, mais a estimé que quelque chose était encore crucial pour terminer cette transition. Au fond, Jean-Pierre savait que le plus grand obstacle qu'il était confronté n'étaient pas les défis de son équipe ou les exigences de Jean-Luc et d'autres dirigeants, mais de sa propre peur d'échouer. Il craignait que, en fin de compte, ses tentatives d'être plus humaines et authentiques ne suffisaient pas pour garantir l'avenir de l'entreprise ou pour le maintenir en fonction. Le jour de la réunion, une froide matinée d'hiver, Jean-Pierre s'est réveillé plus tôt que la normale. Claire, toujours endormie, ne connaissait pas le poids qu'il portait. Il a préparé un café simple et s'est assis sur la table de la cuisine, perdu dans ses pensées. La réalité le hantait. S'il échouait maintenant, quel serait son rêve de leadership plus humain? Que serait Amélie et l'espoir d'un meilleur avenir? Il ressentait une vague de désespoir, mais en même temps un coup de courage. Ce qu'il voulait le plus à ce moment-là, c'est la possibilité de prouver que le changement était possible. Mais il ne pouvait pas faire ça seul. En entrant dans le bureau, l'atmosphère était tendue. L'équipe semblait même silencieuse que d'habitude, comme si elle savait que quelque chose d'important allait se produire. Jean-Luc était dans la salle, attendant de commencer la réunion. L'échange de regards entre eux était significatif. Jean-Pierre a estimé qu'il était en territoire ennemi, mais savait qu'il n'y avait aucun moyen de se retirer. Avant la réunion, il a reçu un email d'Amélie. Elle, qui était déjà revenue de son voyage à Paris, a écrit avec un ton de prudence. « Jean-Pierre, je sais que vous traversez une période difficile. Je suis à vos côtés, quoi qu'il arrive demain. N'ayez pas peur d'être qui vous êtes, parce que c'est ce qui vous rend fort. N'oubliez pas que si vous n'essayez pas, vous ne saurez pas ce qui aurait pu être. Je crois. » Les paroles d'Amélie l'ont réchauffé, et il les a lues plusieurs fois avant d'entrer dans la salle de réunion. À son arrivée, tout le monde était assis, prêt pour la grande confrontation. Jean-Luc le regarda avec un regard pénétrant. « Jean-Pierre, commença-t-il, vous avez montré une approche différente, mais nous avons besoin de résultats. Que pouvez-vous nous garantir pour les mois à venir? Que pouvons-nous attendre du leadership comme le vôtre ?» Jean-Pierre prit une profonde inspiration. Le moment de décider était arrivé. Je ne peux pas garantir des chiffres immédiats, mais je peux garantir que nous créons quelque chose de plus durable. Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est de la confiance mutuelle. Non seulement une confiance entre les patrons et les subordonnés, mais parmi tous. Seulement alors, nous pourrons faire face à la tempête qui arrive, a-t-il déclaré avec une condamnation renouvelée. Jean-Luc ne semblait pas convaincu, mais il y avait quelque chose dans Jean-Pierre qui a suscité une curiosité. Quelque chose avait changé en lui, et Jean-Luc, même sans admettre, a commencé à le réaliser. La réunion a suivi son cours, Jean-Pierre défendant sa vision plus fermement que jamais. Il savait qu'il y avait encore beaucoup de doutes, mais il pensait qu'au moins il faisait ce qu'il croyait être juste. Et, plus important encore, il montrait à son équipe qu'il y avait quelque chose au-delà des chiffres. À mesure que la réunion avançait, les membres de l'équipe ont commencé à s'impliquer davantage, soutiennent le modèle de gestion de Jean-Pierre. Même Bernard, qui s'était d'abord révélé résistant, semblait avoir compris le point de vue de son collègue. La tension dans la pièce a commencé à se dissiper. Mais Jean-Pierre savait que tout n'était pas encore résolu. La plus grande bataille était encore à venir et il devait s'y préparer. Le jour où Jean-Pierre, si craint, était finalement arrivé. La réunion pour définir l'avenir de l'entreprise était sur le point de commencer, et il a ressenti un mélange d'anxiété et d'adrénaline. La pression était palpable, mais il a aussi ressenti autre chose. Quelque chose qui l'accompagnait depuis la conversation avec Amélie, quelque chose qui était stocké en lui et devait être libéré afin qu'il puisse vraiment se libérer des liens de l'ancienne forme de leadership. La chambre était pleine. Jean-Luc, les autres membres du conseil d'administration et certains cadres étaient tous présents. Tout le monde attendait quelque chose de décisif, quelque chose qui déterminerait si Jean-Pierre aurait un avenir dans l'entreprise ou non. Il a regardé chacun avec un regard ferme, essayant d'absorber la gravité du moment, mais aussi de comprendre qu'il n'y avait plus de retour. Il était prêt à montrer qui il était vraiment. « Jean-Pierre, » a déclaré Jean-Luc en commençant la réunion avec votre autorité habituelle, « vous savez ce qui est en jeu ici. Les résultats de votre approche jusqu'à présent n'ont pas été suffisants.
Que pouvez-vous dire pour changer cela? Pour nous convaincre que votre vision fonctionne vraiment? L'atmosphère était lourde. Les mots de Jean-Luc coupent comme une lame. Jean-Pierre a ressenti le poids de la responsabilité, mais en même temps quelque chose à l'intérieur. Il était fatigué de se cacher derrière des stratégies et des promesses vides. Il était temps d'être honnête. Pas seulement Jean-Luc, mais avec tous ceux qui étaient là. Il se leva et un silence dense a pris le contrôle de la pièce. « Je sais que je n'ai pas de résultats concrets à présenter aujourd'hui », a commencé Jean-Pierre, sa voix ferme, « mais je peux garantir quelque chose qui peut être encore plus important, la transformation qui a déjà commencé dans notre équipe. Il ne s'agit pas de chiffres immédiats ou de métriques que nous pouvons afficher à la prochaine réunion. » Il s'arrêta, fixant les visages qui le regardèrent de près. Il y avait un scepticisme aux yeux de beaucoup, mais aussi une curiosité croissante. Vous pouvez continuer à exiger des chiffres, mais si nous continuons à traiter les gens comme des pièces jetables, les résultats seront de plus en plus difficiles. Je ne veux pas que notre entreprise soit le reflet d'un modèle obsolète. Je veux que ce soit un exemple de ce qui se passe lorsque les gens se soucient les uns des autres. Un exemple de la façon dont vous pouvez réussir sans perdre l'humanité dans le processus. Le silence était assourdissant. Jean-Luc le regarda, presque difficile, comme s'il attendait plus, comme s'il avait une dernière lettre à jouer. « Je comprends votre point de vue », a déclaré Jean-Luc, la voix la plus basse, « mais nous parlons d'une entreprise, pas un centre communautaire. » C'est alors que Jean-Pierre a fait quelque chose que personne ne s'attendait. Il regarda directement la caméra sur le mur, un détail que tout le monde avait ignoré jusqu'à présent. C'était l'une des caméras de sécurité qui était stratégiquement positionnée dans la salle de réunion. Tout le monde avait l'habitude de les voir comme faisant partie du protocole de l'entreprise, mais Jean-Pierre à l'époque s'adressait à eux. « Je sais que vous regardez », a-t-il dit. La voix est maintenant chargée d'une signification différente, et je veux que tout le monde le voie. Pas seulement ceux ici dans la salle, mais tout le monde dans l'entreprise. Il ne s'agit pas de moi. C'était comme si un voile avait été élevé. Les yeux de Jean-Luc, généralement impassibles, ont montré une fissure d'incertitude. Il commençait à réaliser que Jean-Pierre, malgré son défi, disait quelque chose qui jouait à un point sensible, le but. À ce moment, l'un des chefs d'équipe, Claire, qui s'était silencieux à ce moment, s'est levé. « Je pense qu'il a raison », a-t-elle dit, en regardant les autres membres du conseil d'administration. « Il est peut-être temps pour nous d'essayer quelque chose de nouveau. Nous ne pouvons pas continuer à favoriser un modèle qui ne nous a fait que nous rendre plus éloignés les uns des autres. Donnons une chance à ce qu'il propose. » La surprise a été totale. Les paroles de Claire ont eu un effet domino. D'autres membres du conseil d'administration ont commencé à exprimer leur soutien, reconnaissant que les paroles de Jean-Pierre jouaient quelque chose en eux, quelque chose qui avait été ignoré jusque-là, le désir d'un environnement de travail plus humain et plus accueillant. Les yeux de Jean-Luc, toujours aussi calculants, reflétaient maintenant un dilemme. Il savait qu'il y avait quelque chose de précieux dans les paroles de Jean-Pierre, mais il savait également que changer le cours de l'entreprise ne serait pas simple. Et que se passe-t-il si ça ne fonctionne pas? Jean-Pierre le regarda et répondit avec une confiance qui a surpris tout le monde. Alors essayons encore, et encore, jusqu'à ce que cela fonctionne. Parce que ce qui est en jeu n'est pas notre nom sur l'entreprise, mais l'impact que nous avons sur les gens. Je ne veux pas être un patron. Je veux être un leader. À ce moment, quelque chose a changé. Les mots de Jean-Pierre ont créé une chaîne de réflexion dans la pièce. Ce n'était pas une réponse rapide, ce n'était pas une décision instantanée. Mais tout le monde a estimé qu'ils étaient de témoins de quelque chose de plus grand qu'une simple réunion d'affaires. Ils étaient mis au défi de réinventer l'avenir du travail. Le point culminant était là, dans la tension entre l'ancien et le nouveau, entre la certitude d'un modèle qui a apporté des résultats rapides et l'incertitude d'un chemin plus humain et transformant. La décision était sur le point d'être prise. L'ambiance dans la salle de réunion était tendue, mais en même temps, il y avait un sentiment de renouvellement dans les airs. Les paroles de Jean-Pierre, au cours de cette conversation, n'avaient pas seulement été une explosion. Ils avaient joué quelque chose de profondément dans chacun des présents. C'était le moment de la vérité.
Le moment où l'avenir de l'entreprise, l'avenir de Jean-Pierre et l'avenir de chacun des membres de ses conseils serait décidé. Jean-Luc est resté silencieux pendant longtemps, ses doigts battant doucement sur la table en verre. Ses yeux étaient concentrés sur Jean-Pierre, l'évaluant, essayant de comprendre s'il était vraiment prêt à suivre cette vision audacieuse. Il était clair qu'il n'avait pas les réponses définitives, mais quelque chose se passait en lui, quelque chose qu'il ne pouvait plus ignorer. « Croyez-vous vraiment que nous pouvons tourner ce jeu ?» Jean-Pierre a pris une profonde inspiration et, avec un look plus ferme que jamais, a répondu « Je crois, Jean-Luc, mais je crois plus aux gens qu'aux idées. Nous pouvons faire des erreurs, mais au moins nous ne le faisons pas seuls. Allons ensemble. » C'est alors que Claire, l'exécutif qui avait soutenu Jean-Pierre lors de la réunion, a fait quelque chose d'inattendu. Elle s'est levée de la chaise et est allée à la table où Jean-Luc était assis. Avec un geste simple, mais symbolique, elle a mis une feuille vierge devant elle. « Je signe ici », a-t-elle dit en toute confiance. « Nous sommes avec lui. Donnons une chance à ce nouveau leadership. Nous n'avons pas à être une autre entreprise qui traite les gens comme des chiffres. » Jean-Luc a regardé Fola, hésité un instant et a finalement signé. Un par un, les autres personnes dans la pièce ont commencé à se lever et à faire de même. Avec la signature de chaque membre du conseil d'administration, Jean-Pierre a estimé que quelque chose de grand se passait. Ce n'était pas une révolution soudaine, mais un mouvement qui commençait à gagner en force. Lorsque tout le monde a fini de signer, Jean-Luc a regardé Jean-Pierre avec un sourire discret mais sincère. « Vous avez gagné. Mais rappelez-vous, ce n'est pas votre victoire, c'est la victoire de nous tous. Maintenant, montrez-nous que vous êtes prêts à guider. » Jean-Pierre a ressenti le poids de la responsabilité, mais aussi la gratitude pour avoir finalement pu commencer à construire quelque chose de vrai. Il savait que la façon serait difficile, mais maintenant il avait le soutien de tout le monde. Il avait gagné quelque chose de plus important qu'une simple victoire commerciale. Il avait gagné la confiance des gens qui étaient de prêts à croire en une nouvelle forme de leadership. La pièce, autrefois pleine de scepticisme et de peur, était maintenant pleine d'espoir. Un nouveau chapitre commençait à l'entreprise et à toutes les personnes impliquées. Cette nuit-là, en quittant la réunion, Jean-Pierre a marché dans les rues de Paris avec un sentiment de soulagement et de renouvellement. L'avenir était ouvert devant lui, et il savait que, indépendamment des défis qu'il viendrait, il serait prêt à y faire face. Parce que, plus qu'un simple changement dans le modèle d'entreprise, il avait commencé un changement profond dans les personnes qui l'entourent. La dernière chose qu'il a faite avant d'entrer dans sa voiture était de regarder le ciel, où la pleine lune brillait fermement. Il sourit lui-même, sentant que c'était enfin le début de quelque chose de nouveau, quelque chose de réel. Et comme il l'avait toujours dit, la chose la plus importante n'était pas ce qu'il pouvait faire seul, mais ce qu'il pouvait réaliser avec tout le monde à ses côtés.